Bonjour, cette troisième vidéo sera consacrée à faire une présentation des principaux indicateurs de la tendance centrale, ou ce qu'on appelle communément en statistique également des indicateurs de position. On a vu précédemment deux vidéos. Une première consacrée à une introduction à la statistique et à son contenu en général. Une seconde vidéo a été réservée à faire des présentations de définitions de concepts qui sont utilisés en la matière. Avant d'entamer ce travail, je dois préciser que j'ai eu recours à deux ouvrages pour préparer ce travail. Le premier document, intitulé Introduction, cours de statistique descriptive de M. Gérard Callot. C'est un ouvrage qui date, qui n'est pas très récent, mais qui reste quand même une référence en la matière. Le second ouvrage que j'ai utilisé, intitulé Introduction à la statistique descriptive, a été préparé par un binôme, Lucien Leboucher et Marie-Josée Voisin. J'ai également eu recours à utiliser un certain nombre d'exercices de statistiques que j'ai pu trouver dans un certain nombre de documents et également au niveau d'un certain nombre de sites Internet. Et donc, commençons par une introduction. En fait, d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi un indicateur de tendance centrale? Un indicateur de tendance centrale, c'est simplement un nombre qui résume une série d'observations d'une variable quantitative. C'est aussi le nombre qui concentre autour de lui une grande partie des observations. Ainsi, les indicateurs de mesure de tendance centrale les plus couramment utilisés sont la moyenne, la médiane et le mode. En fait, le premier travail d'un statisticien devant une série d'observations qui est la plupart du temps très longue, qui comporte un grand nombre d'observations, c'est de tirer la première information. C'est le premier pas vers la recherche de ce que cache cette série. Et donc, les premiers éléments qui viennent à l'esprit du statisticien, c'est de calculer la moyenne de cette série, bien de calculer son mode ou bien sa médiane, avant d'aller plus loin en recherchant d'autres informations que cache cette série. D'accord? Et donc, c'est la première étape, disons, d'un débrayage des données d'une série statistique. Commençons par une définition de ce qu'est une moyenne et commençons surtout par donner la définition la plus simple de la moyenne, à savoir la moyenne arithmétique, qu'on appelle moyenne arithmétique. Alors, on appelle moyenne arithmétique de la variable quantitative. Bien sûr, la moyenne, elle concerne uniquement les variables quantitatives, qu'elles soient discrètes ou continues, mais pas une variable qualitative. Donc, on appelle moyenne arithmétique de la variable quantitative x la quantité suivante. La quantité suivante. Qu'on note x bar, c'est la moyenne, est 1 sur petit n sigma dxi. Pour i variant de 1,
à n. Voilà. Ça, c'est la moyenne arithmétique, la définition et la formulation de ce qu'est une moyenne arithmétique. C'est la définition la plus simple. Donc, bien sûr, on pourrait, comme cela est indiqué dans le document de Gérard Callot, de donner une moyenne pondérée. Voilà, par exemple, elle est formulée ainsi, 1 sur petit n, sigma. Alors là, c'est différent pour le i, hein. C'est i variant 1 jusqu'à k, des ni, xi. En fait, une fois qu'on a une valeur, on compte combien de fois elle apparaît, cette même valeur dans la série statistique. D'accord? Et ça, elle se répète ni fois, donc les modalités, enfin le cas va être inférieur à n. Mais c'est la même, on aboutira au même résultat. Sauf qu'ici, on regroupe les mêmes valeurs et on les pondère, ce qu'on appelle une moyenne arithmétique pondérée. Et là, non. Hein, d'accord? Donc, voilà. Bon, concernant la moyenne arithmétique, on peut déjà présenter les deux principales propriétés qu'elle a. Donc, propriété, on va écrire propriété, deux petites propriétés très simples à démontrer. Hein. Propriété. Bon, la première, c'est que la somme des écarts par rapport à la moyenne est nulle. C'est-à-dire la première propriété, bon, je vais l'écrire d'une manière sigma pour i variant de 1 jusqu'à, alors là je prends avec la pondération, sigma des ni xi moins x bar, elle est nulle cette somme. Elle est importante cette propriété que l'on rencontre dans d'autres outils statistiques. Hein. Donc voilà, on va essayer de démontrer cette petite propriété très simple. Alors, ni xi moins x bar pour i variant de 1 jusqu'à k. Bien sûr, ici, il faut préciser le sigma des ni. Hein, pour i variant de 1 jusqu'à, c'est le nombre total des observations, c'est n. Donc ici, c'est on détache cette sommation, donc c'est xi pour i variant de 1 jusqu'à k moins sigma des ni x bar pour toujours i variant de 1 jusqu'à k. Et là, ça va être, bon ça, on reconnaît que ça c'est une constante, x bar elle va sortir de la sommation, et puis ici c'est juste n x bar, donc c'est n x bar moins également n x bar. Cela donne bien 0. Hein, ça, c'est la première propriété. La seconde propriété, c'est la linéarité. Hein. C'est que la moyenne est linéaire. La moyenne est linéaire de... Voilà. La moyenne arithmétique est linéaire. Hein. La moyenne... Pardon. Est linéaire. En fait, cela veut dire quoi? Que si on fait une transformation de la variable cible x dans une autre variable z, si on transforme, si on pose que zi, c'est la transformation linéaire de la variable x, donc cela veut dire que z bar n'est que également la moyenne, elle est linéaire. Voilà. On pourra également démontrer, on va démontrer cette
cette formulation, cette propriété plutôt. Donc, on pose z bar égale 1 sur n. Bien sûr, ils ont le même nombre d'observations et les mêmes pondérations. Zi, c'est quoi? C'est 1 sur n, bon, pour i variant de 1 jusqu'à k. 1 jusqu'à k, nombre de modalités. Donc, ni, là, on entre l'expression de zi par rapport à... Bien sûr, a et b sont des constantes. Hein. A, b, c'est des constantes. Alors, 1 sur n, donc on fait également on entre le i plus 1 sur n sigma de nip. Donc on voit que b c'est une constante, a c'est une constante, on la sort de la sommation, donc ça va donner a 1 sur n sigma de ni xi plus 1 sur n b sigma, bien sûr on sort le b parce qu'il est en dehors de la sommation, sigma de ni, ça c'est n, hein. Donc ça se simplifie, et ce qui reste, et ça c'est la moyenne de x bar, hein. Donc ça va donner z bar est égal x bar plus b. Voilà, ce qui est démontré que donc la moyenne arithmétique est bien linéaire. Donnons maintenant deux exemples. Le premier exemple, le calcul d'une moyenne arithmétique, ce sera pour le cas d'une variable quantitative discrète, et on verra ensuite le cas d'une variable quantitative continue. Donc, regardons ce que contient ce tableau. Donc, on a le nombre de personnes par ménage qui habitent les ménages, c'est dans un grand immeuble. Hein. Supposons que cet immeuble contient 11 logements. Donc, le nombre de personnes par ménage, soit il y a une personne qui vit dans ce logement, deux personnes, etc. Et dans la seconde colonne, on a le nombre de ménages qui sont constitués par telle ou telle taille du ménage. Ce qu'on peut appeler le nombre de personnes par ménage, c'est la taille du ménage. Soit elle est de une personne, deux personnes, etc. Donc voilà, il s'agit de 100 ménages au total. Donc le petit n, c'est 100. Donc commençons par d'abord voir certaines définitions. Alors, comme on a vu précédemment dans les vidéos précédentes, qu'est-ce qu'on entend par population statistique dans ce cas? Qu'est-ce que c'est? La population statistique dans notre exemple. La population statistique, c'est l'ensemble des ménages qui vivent dans cet immeuble. Hein. C'est l'ensemble des ménages vivant, ou bien résidant dans cet immeuble. D'accord? Ça, c'est pour la population statistique. Qu'est-ce que c'est une unité statistique dans ce cas? On l'a bien défini la dernière fois. Une unité statistique. C'est quoi l'unité statistique dans ce cas? C'est le ménage qui vit dans cet immeuble.
c'est elle qu'on va enquêter et on va tirer sa taille. On va aller dans chaque logement, on va rencontrer le chef de ménage et on va lui demander combien de personnes vivent dans ce logement ou bien combien le ménage est constitué de personnes. D'accord? Donc c'est l'unité statistique observée. Le petit n, hein, la taille de l'ensemble de la population statistique, n égale 100. Reste à déterminer la variable. Hein. Qu'est-ce que c'est la variable ici qu'on étudie? Eh ben, la variable, c'est une variable quantitative, bien sûr, parce que c'est à partir de cette variable c'est pour cette variable qu'on va calculer la moyenne arithmétique. Donc, la variable, c'est la taille du ménage, c'est le nombre de personnes par ménage. Hein. Je vais mettre taille du ménage. D'accord? Taille du ménage. Maintenant, on va calculer la moyenne. On va voir quel est le nombre moyen, hein, le nombre moyen de personnes par ménage qui habitent dans cet immeuble. Quelle est la taille moyenne du ménage qui habite dans cet immeuble. Bien sûr, on a toute la série, on a les 100 ménages, chacun avec sa taille, qui est la variable, et on veut tirer la première information de cette série, qui est la moyenne. Et on va utiliser ici la moyenne arithmétique. Donc, ce sera x bar, ici. Donc, bon, la moyenne, c'est la taille moyenne du ménage de cet immeuble, bien sûr. C'est la population cible, hein, de cet immeuble. Bien sûr, si on va dans un autre immeuble, peut-être qu'on va trouver une autre taille moyenne, d'accord? Il faut bien préciser les choses. Donc, la taille moyenne, que je vais noter x bar, c'est quoi? Bon, c'est 1 sur 100 que je vais décortiquer toute la sommation. Donc, c'est, alors, combien j'ai le LI ici pour la première taille? La première taille, c'est 1. Et le nombre, c'est 2. Donc, LI, c'est 2. C'est la pondération. Hein. Donc, 2 fois la taille qui est 1. Plus la deuxième, c'est l'effectif, il est de 20 pour la taille de 2. D'accord? Je note en premier l'effectif, le nombre de ménages ayant la taille, et le second chiffre, c'est la taille du ménage. Hein. Donc 20 fois 2, etc. Jusqu'à ce que je fasse l'ensemble J'arrive à 6. J'ai 10 ménages qui ont 6 personnes. Et j'aboutis à une moyenne de ce qui donne, en faisant la sommation, de 3,65, la taille moyenne du ménage qui vit dans cet immeuble. Bien sûr, le 3,65, c'est beaucoup plus un ordre de grandeur. Hein. Il ne correspond à aucune observation de la série statistique. Hein. Par contre, si par exemple on veut donner une meilleure interprétation à cette moyenne, c'est de le multiplier par 10 et de dire par exemple que sur une moyenne de 10 ménages dans cet immeuble, on peut correspond à peu près 36 personnes.
Voilà. Maintenant, on va passer à un exemple, un second exemple, mais qui correspond à une variable quantitative continue. D'accord? Donc, on va essayer de... Donc, c'est l'exemple 2. Je vais écrire tout ça. Exemple 2. C'est le cas d'une variable continue, quantitative bien sûr. D'accord? Alors, pour cet exemple, on va choisir un peu un... Enfin, c'est un exemple, hein. On va prendre l'exemple d'une cinquantaine de personnes, 50 personnes qui, qui passent un- qui passent un contrôle de connaissance, hein, pour accéder à une responsabilité ou à être employé dans une entreprise. Donc, ils passent un contrôle un test de contrôle de connaissance, de connaissance, hein. Et donc, voilà le tableau on passe le test, le test, on le réalise et on a les résultats suivants. Donc, le test, c'est une note sur 100, hein. D'accord? Donc, on va faire un tableau. Bon, les notes, ce seront des classes. D'accord? Voilà. On va essayer de faire un joli tableau comme ça. D'accord? Alors, pour les notes, ce seront des classes, déjà. Alors, on a ici de 0 à 25, hein, de 25 à 50, pardon, 50 à 75 et 75 à 100. Et voilà, ça sera 4 classes. Et là, on va mettre les effectifs des personnes qui ont reçu telle ou telle note. C'est les, disons, hein, on va poser ça NI, effectif. Alors, pour les gens qui ont reçu moins de 25, c'est 5 personnes. 12 personnes ont reçu de 25 à moins 50. 23 personnes ont reçu 50 à 75 et 10 personnes ont reçu entre 75 et 100. Une petite précision concernant ces classes. D'abord, il s'agit de classes, comme vous pouvez le constater ici, d'amplitude, hein, d'écart égale 25, une classe d'amplitude de 25. Ici également, c'est 25, 25 et 25. J'expliquerai pourquoi. Parce que là, le process du calcul de la moyenne arithmétique simple diffère s'il s'agit de classes d'amplitude égale ou d'amplitude différente. Ici, on va faire un exemple d'amplitude égale. Pour ce qui est, enfin, pour ce qui est d'amplitude différente entre classes, on verra ça plus tard, peut-être dans des exercices avec l'aide d'un tableur et qu'on fera ensemble dans les vidéos qui vont suivre. Donc voilà, donc pour le total, c'est fait 50. On essaie de fermer le tableau, ok. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle les centres de classe. Alors pourquoi je vais prendre le centre de classe ici? Parce que quand je vais faire la moyenne, je vais multiplier soit l'effectif absolu, soit l'effectif relatif par, je dois trouver un x, hein, à l'intérieur de cette classe, parce que je ne peux pas multiplier l'intervalle. D'accord? Je ne peux pas multiplier un intervalle par ni. Donc, alors, ce que l'on fait, dans le cas d'une amplitude égale, où les classes sont égales, c'est-à-dire les amplitudes de cette classe est égale à celle-ci,
à la troisième externe. C'est la même amplitude. Là, on procède en prenant le centre de la classe, simplement. C'est-à-dire le point médian de cette classe. Ici, c'est quoi? Entre 0 et 25, c'est quoi? 25 plus 0, ça fait 25 divisé par 2. Je vais mettre CI1. C'est un peu la variable x'. Hein. Alors, c'est 12,5. Idem pour la classe 25 plus 50, ça fait 75 divisé par 2, ça fait 37,5. 50 plus 75, ça fait 62,5. Et 75 plus 100, ça fait 87,5. D'accord? Et je ferme. Maintenant, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer, enfin, je dois calculer les effectifs relatifs, les FI. Hein. Les FI est égal à quoi? NI sur le total 50 ici. D'accord? Alors, 5 sur 50, ça fait 0,1. 0,24. 0,46 et 0,2. Bien sûr, du moment que chaque effectif est sur le total, la sommation de tout, ça fait 1. Maintenant, on va calculer, et pour calculer directement la moyenne, hein, on va calculer directement la moyenne dans le tableau. CI, hein, pardon, il vaut mieux faire comme dans la formule, il faut commencer par FI, que multiplie le CI. D'accord? CI. Alors ici, on obtient 1,25. 1,25. 0,24. Pardon. Je suis en train de faire la même. Donc, j'enlève ça. Ça fait 9. 28,75. Et 17,5. 17,50. Alors, pour le total, on va trouver. Enfin, pas le total, c'est. Oui, c'est la sommation, mais également ça constitue 56,50. Et ce 56,50, c'est la moyenne. La moyenne des notes. La moyenne arithmétique, hein, la moyenne des notes, des notes obtenues, dans ce test par les 50 personnes. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on a utilisé en fait la fameuse formule. On a utilisé la formule X bar, celle de M. Callot, hein, que je présentais au début, qui pondère par les fréquences relatives, hein, sigma des FI, XI, I variant de 1 jusqu'à 4. Bon, ici, au lieu de XI, on a fait plutôt X bar. X bar, c'est en fait sigma des I variant de 1 jusqu'à 4, des FI, CI. D'accord? Et voilà un peu qui termine cet exercice. Maintenant, ce que l'on va voir, c'est présenter brièvement, hein, d'autres moyennes, d'autres formes de moyennes que l'on utilise dans des cas bien précis. Alors,